Madame Barclay, votre thé. Tu as gâché ma vie. Toutes ces années. Votre thé, madame. David. Madame, vous m'entendez? Madame Fenning, Monsieur Betts, venez vite. Que se passe-t-il? C'est madame et le colonel. Il se passe quelque chose de terrible et je ne peux pas ouvrir la porte. Attendez, laissez-moi faire. Restez là, ne bougez pas. Madame Barclay! Madame Barclay, s'il vous plaît, ouvrez la porte! Madame Barclay, ouvrez la porte! La porte est verrouillée de l'intérieur et nous n'avons pas de clé. Je vais chercher un médecin et appeler la police. Vous me comprenez, n'est-ce pas, Holmes? Une poignée de privilégiés du régiment des Malouses, le gratin, quoi. Mais certains d'entre eux étaient à bord du Orantes quand on m'a rapatrié comme blessé. Ils ont fait du bon travail là-bas aux Indes. Ils ont fait des miracles pendant la mutinerie. Je suis sûr que vous ne regretterez pas cette enquête. Garde à vous. Docteur John Watson, ancien médecin militaire attaché à l'armée royale du Berkshire, maintenant en service civil. Murphy, chef d'escadron à titre temporaire à la tête du Royal Mallows suite à la mort tragique de notre colonel. Monsieur Holmes, je suppose? Je vous en prie. C'est très aimable à vous d'être venu si vite. Mais ce n'est rien. J'ai expliqué à Monsieur Holmes que vous vouliez éviter à tout prix que tout ceci ne tourne au scandale. Oui, c'est exact. L'honneur du régiment est entre mes mains. Pourtant, si j'en crois la plupart des journaux, le scandale est inévitable. Non, pas du tout. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour tenir la presse à l'écart de cette affaire. C'est exactement ce qui a déclenché leurs soupçons. Ils ont tout de suite flairé le mystère. C'est en tout cas ce qui ressort du peu d'articles que j'ai pu lire. Mais cependant, il serait très mauvais de le répéter. Enfin, d'attirer l'attention. Bien entendu. Comme vous le voyez, nous avons grand besoin de vous, Monsieur Holmes. Mais dites quelque chose, Holmes. Que voulez-vous que je dise? Major Murphy, vous ne m'avez rien dit. Si je suis venu ici, c'est grâce à la persuasion de mon ami d'Aldershot, qui a plus d'intérêt dans les affaires militaires que moi. Alors maintenant que je suis là, je vous en prie, donnez-moi des faits. L'officier commandant de ce régiment, le colonel James Barclay, a été trouvé mort dans sa villa, aux environs de 22 heures, la nuit dernière. Le corps qui a été découvert par un de ses soldats et fidèles serviteurs gisait dans le petit salon. La plaie importante qu'il avait derrière la tête n'a pu être faite que par un instrument contondant et émoussé. Le coup porté a été très violent. Et sur le sol, à côté du corps, il y avait un objet en bois curieux, comme une canne taillée à la main. Ensuite, allongée sur un canapé, évanouie, se trouvait sa femme, Nancy, Madame Barclay. Je vous en prie, continuez, Major Murphy. Les domestiques ont été alertés de la tragédie par les bruits d'une querelle entre le colonel et Madame Barclay. Ils ont essayé de pénétrer dans la pièce, mais elle était verrouillée. Bates a dû faire le tour par le jardin et rentrer par les portes-fenêtres restées ouvertes. Et maintenant, ils suspectent Madame Barclay. Oui, mais elle est tout à fait incapable de commettre un acte pareil.
J'étais le chef d'escadron de feu le colonel pendant plusieurs années. Par conséquent, je connais très bien Madame Barclay. Oui, bien sûr. Parlez-moi du colonel Barclay. Était-il apprécié et respecté des hommes qui étaient sous son commandement? Considérant son passé militaire, cela aurait pu être pire, oui. Passé militaire, pourquoi il a été en disgrâce? Non. Mais ce qui est généralement méconnu du public, c'est que Jim Barclay a débuté sa carrière comme conscrit dans le régiment des Mallows. Ah oui, vraiment? De simple soldat, il est devenu commandant dans le même régiment. Exploit assez rare. C'est son courage exemplaire dans la mutinerie indienne qui lui a valu ses premiers galons. Et ensuite, son avancement s'est poursuivi très rapidement. Plus rapidement que le mien, par exemple. Impressionnant. Et je suppose que la malheureuse Madame Barclay est en garde à vue? Non. Non, pas exactement, non. Elle est en observation à l'hôpital, avec un officier de police en faction devant sa porte. Nancy Barclay est une très belle femme. Mais si vous l'aviez vue aux Indes quand elle était jeune fille, il y a 30 ans, elle était la mascotte du régiment. Son père était un adjudant de la vieille école. Et par conséquent, un beau-père redoutable pour n'importe quel soldat. Je me souviens que tous les hommes de ma compagnie la considéraient comme la plus belle fille de la garnison. En tant que jeune officier, je ne la rencontrais pas souvent, mais j'étais conscient qu'elle était la plus ravissante, la plus vive, la plus spirituelle des jeunes filles. Il était assez compréhensible que Barclay ne fût pas le seul homme à convoiter sa jolie main. Mais finalement, c'est sur lui qu'elle porta son choix. Ils se sont mariés à Bertie, non loin de Camport. Quelques mois plus tard, la garnison de cette ville assiégée était relevée par la colonne du général Neal. C'était l'été 1858. Peu de temps après le mariage, le sergent Barclay reçut le brevet d'officier qu'il souhaitait. Cela a dû être difficile pour les Barclay au début. Un simple soldat sorti des rangs, marié à la fille d'un adjudant, c'est assez fort. Oui. Il paraît qu'il y a eu des petits désaccords sociaux. Mais Nancy a su se comporter avec dignité et charme. Elle s'est fait accepter sans réserve. Barclay a eu une carrière florissante et le régiment est revenu des Indes il y a maintenant 5 ans. C'est à ce moment-là qu'il devint officier commandant. Et le mariage était-il toujours aussi harmonieux? En apparence, oui. En apparence? Bon, tout le monde pensait à l'époque que c'était un succès, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et vous, qu'en pensiez-vous, Major Murphy? Ma position relativement importante m'a souvent conduit chez les Barclay. Et j'y ai vu une face différente du mariage. La vérité est plus importante que la fidélité à votre défunt commandant. Un soir où j'étais allé dîner chez les Barclay, j'étais tout juste sorti de la villa quand j'ai réalisé que mon étui à cigare était resté dans la salle à manger. Je revins sur mes pas, la porte d'entrée était ouverte, et Jane, la bonne, était dans le hall. Je suis heureux que vous soyez encore là, j'ai oublié mon étui à cigare sur la table. Je crois que le colonel et Madame Barclay sont partis se coucher. Pour l'amour du ciel, Jane. Vas-y, à vous. Qui est-ce? Qui? Mais laisse-moi, je t'en prie. Mais tu me fais mal. Dis-moi que tu m'aimes alors. Moi et personne d'autre. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Mais est-ce que je me serais mariée si je ne t'aimais pas? Je n'en sais rien, moi. Je me le demande parfois. Et cette manifestation de jalousie a eu lieu pendant les quelques secondes après que vous, Major Murphy, vous êtes sorti de chez les Barclay. Parlez-moi du colonel. Était-il souvent violent dans son comportement? De temps en temps. Il pouvait être très vindicatif à l'égard des jeunes subalternes. Mais il a dû lutter avec acharnement pour arriver au sommet. Et ça vous enlève tout scrupule. En tout cas, il ne s'est jamais senti déplacé parmi les officiers. Non, je ne crois pas.
Mais il passait par des moments de dépression qui me mettaient mal à l'aise. À la reine. À la reine. Et parfois, lorsque nous évoquions d'anciennes campagnes, la Crimée, la guerre en Afghanistan, son sourire disparaissait souvent de sa bouche, comme si une main invisible lui avait arraché ce sourire. Oui, un service prolongé en Inde peut provoquer ce genre d'effet. Je l'ai constaté quand j'étais à Berkshire. Vous avez fait mention d'un objet en bois qui se trouvait près du corps. Était-ce un souvenir des Indes rapporté par le colonel? Les domestiques disent ne jamais avoir vu cet objet auparavant dans la maison. Et j'affirme ne pas l'avoir vu au cours de mes visites. C'était assez long. Et la police? Je suppose qu'elle l'a gardé pour relever les empreintes. Et oui. Ils pensent que c'est peut-être l'arme du crime. Ah oui, quelle idée. Je crois que nous devrions commencer par visiter la maison, à moins, bien entendu, qu'il soit possible de parler à Madame Barclay. Non, malheureusement, elle est toujours inconsciente. C'est ce que je pensais. David. David. Quelle matinée superbe. Oh oui. Holmes, supposez que Madame Barclay ait eu un amant et que le colonel l'ait découvert. Le major Murphy semble avoir été assez proche d'elle. Vous savez, l'adultère modéré a toujours été une chose courante parmi les officiers et leurs femmes servant sous des climats très chauds. Je vous suis très reconnaissant, Watson, de m'éduquer en matière de moralité militaire. S'il y avait eu quoi que ce soit entre le major Murphy et Madame Barclay, aurait-il relaté l'incident de son étui à cigare oublié? Il était à peu près 7h30, monsieur. Monsieur et madame étaient à table. Une fois par mois, madame Barclay passe la veillée dans une œuvre de charité à Aldershot. Où allez-vous pour être aussi pressé? Mais la distribution de vieux vêtements commence à 8 heures précises. Et j'ai promis à Annie Morrison que je n'arriverai pas en retard à la mission. Bien, si vous avez envie d'attraper des maladies écœurantes d'un de ces clochards pouilleux, après tout, c'est votre affaire. Je crois que nous devons rendre à la vie ce qu'elle a bien voulu nous donner. Nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit. D'autres n'ont pas eu cette chance. Ne rentrez pas trop tard. Bien sûr que non. Madame Barclay est rentrée, il devait être un peu plus de 9h, monsieur. J'étais dans la cuisine en train de donner un coup de main pour le rangement. Il y avait le tonnerre qui grondait à distance et je disais justement à Madame Fenning que l'orage arrivait quand j'ai entendu la clochette du petit salon. Alors je m'y suis rendue tout de suite et j'ai vu que Madame était rentrée.
Elle faisait les 100 pas dans cette pièce. Vraiment pâle. Très troublée. Elle faisait peur. Vous avez sonné, madame? Oui, Jane. Apportez-moi du thé, voulez-vous? Bien sûr, madame. Jane, est-ce que c'est vous? Oui, monsieur. J'ai entendu que Madame Barclay était revenue. Oui, monsieur, elle est dans le petit salon. Un petit salon. Oui, monsieur, j'allais lui apporter du thé. Du thé? Pourquoi veut-elle du thé à 7 heures? Et c'est, je présume, la dernière fois que vous avez vu le colonel Barclay vivant. Oui, c'est ça. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle votre maîtresse était dans le petit salon à cette heure tardive de la nuit, alors que le feu était éteint? Non, monsieur. Est-ce qu'elle faisait souvent en sorte d'éviter le colonel? Les avez-vous jamais entendus se disputer auparavant? Non, pas à ma connaissance, monsieur. Quand vous êtes revenu de la cuisine avec le thé de Madame Barclay, la porte était verrouillée et il y avait des éclats de voix. Alors qu'avez-vous entendu exactement? Ils se disputaient, monsieur. Madame Barclay a traité le colonel de lâche. Elle a dit « Vous avez gâché ma vie toutes ces années ». Madame Barclay a crié le nom de David. 2 fois de suite. David? En êtes-vous certaine? Oui, c'était parfaitement clair, monsieur. Mais le colonel s'appelait James. N'avez-vous jamais entendu Madame Barclay faire référence à un certain David? Non, je crois que ni madame ni le colonel ne connaissaient quelqu'un de ce nom-là. Ce n'est pas le major Murphy, lui, il s'appelle Patrick. Ont-ils eu des visiteurs récemment du nom de David? Je ne crois pas, non. Cette chose qui a été trouvée près du corps de M. Barclay, l'aviez-vous vue auparavant? Non, monsieur. Le colonel avait quelques trophées des Indes, mais rien qui ressemblait à ça. En êtes-vous sûre et certaine, mademoiselle Stewart? Oui, sûr. Je ne sais pas d'où ça pouvait venir. Très bien, ce sera tout. Juste une dernière chose. Un jour, le major Murphy a oublié son étui à cigare ici. Êtes-vous parvenu à le retrouver? Oui, monsieur. Le colonel était allongé sur le sol à cet endroit. Sa tête était contre le garde-feu? Oui, c'est ça. Regardez, on peut encore voir des traces de sang. Mais le plus effrayant de tout, c'était son visage, je dois dire. Son visage? Ah, quand j'ai retourné le corps, j'ai failli m'évanouir en le voyant. Il était complètement crispé, grimaçant, avec la pire expression de frayeur que j'ai jamais vue. Comme s'il avait pressenti sa propre mort? Oui, peut-être bien. Merci, Bates. Quelle apparition, quel monstre était-ce qui ait pu effrayer le colonel de la sorte? Pas Nancy Barclay, en tout cas. Oui, cette porte était verrouillée, et en plus, on n'avait pas de clé, elle était perdue. Perdue? Oui, finalement, on a dû demander au serrurier de nous ouvrir. Êtes-vous certain d'avoir bien cherché? Oh, ça oui, on a tout retourné. Madame Barclay ne l'avait pas.
Et elle n'était pas dans les poches du colonel, monsieur? Je vous remercie, Madame Finney. Watson, si la clé n'était pas sur la porte et que ni Madame Barclay ni le colonel ne l'avaient, alors... Alors il y avait obligatoirement une troisième personne. C'est exact. Et elle a dû entrer ou sortir par ces portes-fenêtres. Ça, ce sont les empreintes de Betts. Et là, ce sont les empreintes de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a récemment traversé cette pelouse. Les traces de pas sont encore visibles. Il est entré et sorti par ces portes-fenêtres, Watson. Nous sommes sur la bonne piste. Watson, regardez ça. Qu'est-ce que ça peut être? Notre intrus était accompagné d'un curieux animal. C'est un chien, n'est-ce pas? C'est bien un chien. Vous avez déjà vu un chien grimper au rideau. Que penseriez-vous d'un chat? Ces traces de pattes ne sont pas celles d'un chat, ni d'un singe, ni de toute autre créature nous étant familière. Je dirais que des pattes arrière. Aux pattes avant, il y a 25 cm. Ajoutez à cela la longueur du cou et de la tête et vous aurez une créature de pas moins de 75 cm. Plus encore s'il y a une queue. Et le déploiement de sa foulée est curieux. Cela nous indique que la créature a de petites pattes et le dos long. Comme une hermine ou un vison. Nous savons également que c'est un carnivore. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Vous voyez ce qu'il a fait grimper au rideau? Le canari. Exactement. Alors nous y voilà. Non, je ne veux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas trahir une amie. Je vous en prie, ne me le demandez pas. Mademoiselle Morrison, quand Madame Barclay est sortie de chez elle pour venir ici, il y a 48 heures, elle allait bien. Elle était heureuse. Lorsqu'elle est rentrée 2 heures plus tard, c'était une autre femme. Et maintenant, la police la suspecte d'un meurtre. Vous le devez à votre amie, pour blanchir son nom. Vous devez me dire ce qui s'est passé cette nuit-là pour qu'elle ait tellement changé. Bon, très bien. Je vais briser ma promesse de silence, puisque mes révélations doivent l'aider. Nous sommes suspendus à vos lèvres. C'était vraiment bizarre. Il faut que je vous explique que nous voyons des hommes de toutes sortes et de toutes conditions ici. Tenez, l'autre nuit, j'ai vu la créature la plus extraordinaire que j'ai jamais vue de ma vie. Il n'était pas uniquement laid et bossu, mais aussi éclopé. Et il marchait avec les genoux pliés. La peau de son visage avait l'air brûlée par le soleil, craquelée et ridée comme une vieille pomme. Je me suis dit à moi-même que vraiment il y en a qui sont arrivés sur cette terre pour ne connaître que la souffrance. Cette vision était encore plus irréelle du fait que l'homme portait un costume oriental. J'ai désigné cette personne à Nancy comme étant quelqu'un qui méritait tout spécialement de l'aide. En plus, Nancy était de très bonne humeur ce soir-là. Et elle est allée trouver cet homme pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose. C'est à ce moment-là que Nancy a changé.
Elle était en train de parler à cet homme quand soudain, elle est devenue pâle comme un linge. On aurait dit qu'elle venait de voir un fantôme. L'homme lui aussi parut étrangement affecté en la voyant. Et puis, il s'est mis à gesticuler sauvagement. Ils sont allés tous les deux dans un coin tranquille du hall. Et ils ont parlé pendant quelques minutes. Jusqu'à ce que j'entende les cris furieux de l'homme et que je le vois menacer le ciel de ses poings. Nancy, que s'est-il passé? Est-ce que ça va? Qui était cette pauvre créature? C'est une vieille connaissance, quelqu'un dont la vie a très mal tourné. Oh, je vous en prie, Annie, promettez-moi de ne parler de ça à personne. Promettez-moi. Oui, bien sûr, je vous le promets. Puisque vous le voulez. Merci. Et l'identité de cet homme, vous la connaissez? Je savais que vous alliez me demander ça. Eh bien, après cette terrible épreuve, Nancy est partie. J'ai naturellement fait ma petite enquête auprès des habitués. Une personnalité aussi surprenante a bien entendu attiré les attentions. Il s'avérerait que c'est un ancien soldat rentré des Indes depuis peu de temps. Mais personne ne sait rien de ses origines. Si ce n'est qu'il gagne son pain en distrayant les troupes. Des tours de magie. Quelque chose comme ça. Et avez-vous parlé de lui à la police? Bien sûr que non. Une promesse est une promesse. Oui, bien entendu. Merci, mademoiselle Morrison. Vous reconnaissez notre intrus et son compagnon quadrupède? C'est une mangouste. Je crois que nous tenons notre homme. Monsieur Henry Wood, je présume de retour des Indes. Puis-je vous dire un mot? À propos de quoi? Oh, c'est simplement au sujet de la mort du colonel Barclay. Elle est innocente. Vous pouvez me croire sur parole. Alors vous êtes coupable? Non. Je ne suis pas coupable. Alors qui a assassiné le colonel dans ce cas? C'est la Providence qui a tué cet enfant de salaud. Sa propre mauvaise conscience. Vous ne pourriez pas nous expliquer? Bon Dieu. Si je lui avais fracassé le crâne, comme j'avais bien envie de le faire, eh bien il aurait eu juste ce qu'il méritait. Non.
J'ai même pas levé une main sur lui. Il m'a épargné cette peine. Je vais vous raconter mon histoire. Parce que j'ai plus rien, alors je n'ai pas de raison d'avoir honte. Vous me voyez maintenant, avec ma bosse dans le dos comme un chameau, les côtes complètement de travers. Mais il y a eu une époque où le caporal Henry Wood était l'homme le plus distingué du Royal Mallows. Vous étiez dans le même régiment que le colonel Barclay? Ah oui. Mais il n'était que le sergent Jim Barclay. On était dans la même compagnie. Et on avait autre chose en commun. On était amoureux tous les deux de la même femme, Nancy Devoy. Oui, la fille du sergent-major, si je ne m'abuse. Oui. Il y avait deux hommes qui l'aimaient. Mais elle n'en aimait qu'un seul. Vous allez rire quand je vais vous dire que cette pauvre chose hideuse en face de vous. Eh bien, c'est le beau jeune homme plein de vie que Nancy a aimé. J'étais celui qu'elle aimait depuis toujours. Malheureusement, son père, lui, ne me portait pas dans son cœur. J'étais un peu tête brûlée et légèrement sans gêne. Mais j'ai toujours été honnête et j'ai jamais caché mon jeu. Enfin, de toute façon, le père de Nancy voulait qu'elle se marie avec Barclay. Lui, il s'arrangeait toujours pour être en dehors des mauvais coups. Il se tenait toujours très correctement. Ce n'est pas comme moi, qui emmenait Nancy dans des endroits que son père n'aimait pas. Barclay, lui, il avait reçu une bonne éducation, était destiné à faire carrière. Un officier, c'est quand même un bien meilleur parti qu'un simple soldat. Mais elle me restait fidèle, elle ne voulait que moi. Et on se serait mariés si ça n'avait pas été cette mutinerie. Mais pourquoi Nancy Devoy ne s'est-elle pas mariée avec l'homme qu'elle aimait? C'était la mousson en 1857. Les soldats du pays s'insurgeaient contre les Britanniques. Le régiment était coincé à Birdie. Il y avait des milliers de rebelles autour de nous, féroces comme des chiens qui ont vu des rats en cage. Les vivres et les munitions commençaient à manquer. Et il fallait qu'on rentre en contact avec la colonne du général Neal, qui était dans l'arrière-pays. C'était notre seule chance de nous en sortir. Notre commandant a demandé un volontaire. Il voulait un gars rusé qui puisse se glisser hors de la garnison à la nuit noire et prévenir la colonne d'Orlève qui était dans la plaine environnante. Et comme un idiot, je me suis porté volontaire. C'est vrai que c'était une mission dangereuse et il y avait des milliers de vies en péril. Mais il n'y en avait qu'une qui me tenait à cœur. Celle de Nancy Devoy, la femme que j'aimais, la plus droite de toutes et la plus sensuelle à la fois. Le plus dur, ça a été de lui dire adieu. Lorsque nous échangeâmes nos médaillons, j'étais loin de penser que je ne la reverrais que 30 ans plus tard.
Derniers conseils avant mon départ pour les lignes ennemies m'ont été donnés par mon rival, le sergent Barclay. Il disait qu'il connaissait les alentours de la garnison mieux que personne. Puisque j'étais volontaire dans cette mission, Jim Barclay, lui, s'était porté volontaire pour me montrer le parcours à suivre. À 10 heures, j'ai démarré couvert par le feu de mes camarades. Barclay m'avait dit de suivre un ruisseau qui devait me mener à une vallée. Il disait que c'était le chemin idéal. Ah oui, c'était le chemin idéal. Peu de temps après, je pataugeais dans de l'eau glacée qui la veille encore était de la neige de l'Himalaya. Je pouvais apercevoir les lumières et les feux de camp des rebelles, mais je restais bien plaqué au sol, hors de vue de leurs sentinelles. Arrivé au fossé, je pensais être en sécurité. Mais brusquement, j'étais attaqué. Quelque chose de dur me frappa le crâne et tout se mit à tourner. Quand je revins à moi, j'étais ficelé comme un poulet et j'étais accroché à un arbre. Mes bras pendaient lamentablement comme s'ils avaient été arrachés de leur socle. Je me moquais de la douleur, mais j'étais malade à l'idée que je pouvais ne pas accomplir ma mission. Quel allait être le destin de ceux que j'avais essayé de sauver? Mais mon plus gros choc, je l'ai reçu quand les rebelles ont discuté entre eux. J'en entendis assez pour réaliser que j'avais été trahi. L'homme qui m'avait montré le chemin m'avait jeté entre les mains de l'ennemi. Barclay s'était débarrassé de moi pour me prendre Nancy. Maintenant, vous savez vraiment qui était James Barclay. Et puis, par chance, la colonne du général Neal était déjà en route pour relever Birdie. Les rebelles battaient en retraite. Mais ils m'ont entraîné avec eux. Ils m'ont torturé. J'ai essayé de leur échapper, mais ils m'ont torturé encore. Et il s'est passé de bien longues années avant que je ne revoie un visage blanc. Mes geôliers s'enfuyaient vers le nord, au-delà des collines. Ils se servaient de moi comme d'un esclave. J'étais traité pire qu'un chien, et ils ont failli me briser tous les os du corps. Parfois, j'aurais préféré qu'ils me tuent. Et mes sentiments de haine et de mépris pour l'homme qui avait détruit ma vie me redonnaient du courage. Je ne pensais qu'à la revanche. Un jour, des Afghans nous ont attaqués et ont assassiné les rebelles qui me tenaient prisonnier. Ils croyaient que j'étais mort aussi, mais par miracle, je m'en suis sorti. J'étais vengé de mes tortionnaires. Maintenant, je n'attendais plus que Barclay. Quant à Nancy, il n'y avait pas moyen de savoir si elle était vivante ou morte. Ensuite, je suis retourné au Punjab. J'ai vécu avec les gens du pays. J'ai gagné quelques sous en faisant des tours de magie. Retourner au pays. Quel intérêt pour un handicapé comme moi d'aller en Angleterre et de me faire reconnaître de mes compagnons de régiment? Même l'envie de me venger de Barclay n'était pas suffisante pour me décider à partir. Pourquoi, vous demandez-vous? Bien, je vais être franc. Je préférais que ma Nancy et mes vieux copains de la Royal Mallows croient que Harry Wood était mort. En héros, la tête haute. Plutôt que de voir ce que j'étais devenu.
Un vieux singe. Mais pourquoi êtes-vous revenu? Et Aldershot, où votre régiment était en garnison, pourquoi? Je voulais revoir ma patrie une dernière fois avant de mourir. Alors j'ai fait des économies, et dès que j'ai pu, j'ai pris le bateau. Mais je ne savais pas que le régiment était en garnison ici à Aldershot. Je voulais juste aller là où il y avait encore des soldats. Je pouvais gagner mon pain en faisant le tour des cantines avec ma magie pour les distraire. Mais je ne pensais même plus à Barclay. Le feu de la vengeance qui brûlait chez moi s'était éteint. Jusqu'à ce que je la revoie. Oh oui. Il me fallait d'autres vêtements. J'avais l'air ridicule avec ces haillons venus de là-bas. Au début, je pensais plus à me trouver un bon manteau bien chaud que de regarder les jolies dames de charité, mais il y en a une qui s'est approchée. Et je l'ai reconnue tout de suite. Elle avait à peine changé. Toujours merveilleusement belle. Mais le plus étonnant, c'est qu'elle avait l'air de s'intéresser à moi. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Vous avez réussi à trouver quelque chose? Excusez-moi, je crois que... Nancy, c'est moi. Harry, n'aie pas peur. Je pensais que vous étiez mort depuis 30 ans. J'étais mort. Je m'étais juré que tu ne me verrais jamais dans cet état. Nous avons beaucoup parlé tous les deux. Je lui ai raconté ma vie et mon histoire. J'aurais dû lui épargner la vérité à propos de son mari, mais ça a été plus fort que moi. Je n'ai pas pu retenir plus longtemps 30 ans de misère. Elle avait l'air d'être aussi malheureuse après ce que j'avais dit que je n'ai pu le supporter. Je suis sorti. Et puis, je l'ai vue partir de la mission. Je l'ai suivie jusqu'à chez elle. Elle est rentrée dans sa maison. Une lumière s'est allumée. Elle était là, assise. Et lui est arrivé dans la pièce. James, il faut que je te parle. Pourquoi fermes-tu la porte? Je t'avais bien dit de ne pas rentrer tard, je te l'avais bien dit. Non, je veux te parler. Avec qui étais-tu? Avec qui étais-tu, hein? Tu as gâché ma vie. Toutes ces années. Toutes ces belles années. Oh, comment as-tu pu faire une chose si horrible, si vile? Non, je te déteste, je te déteste, je te déteste. Non! Quand je l'ai vue essayer de lever la main sur elle, ça m'a rendu fou de rage. Toute ma rancune est remontée. David, David, tu l'as trahi, je le sais. Ce n'est pas vrai. Mais il est en vie, je sais tout, je te dis, je l'ai vu. Tu mens. Non! Tu es folle. Son regard, je n'avais jamais vu un homme avec cette expression. La mort se lisait sur son visage. Le simple fait de me voir lui a fait l'effet d'une balle dans le cœur. Madame Barclay! Madame Barclay, ouvrez la porte! Il s'est fracassé le crâne sur le garde-feu, mais il était déjà mort avant de
tombé. Madame Barclay! Madame Barclay, ouvrez la porte! J'ai pris les clés dans l'idée d'aller ouvrir et chercher de l'aide, mais finalement, j'ai pensé qu'il valait mieux que je m'en aille si je ne voulais pas que ça tourne mal pour moi. Teddy était monté au rideau. Il fallait que je le récupère, alors dans ma hâte, j'ai mis les clés dans ma poche. Teddy? Alors le colonel est mort avant de se cogner au garde-feu. Une crise d'apoplexie, je suppose, provoquée par le choc. Monsieur Wood, si le médecin légiste arrive à cette conclusion, Madame Barclay... Nancy... sera libérée. Je suis certain que vous n'émettrez pas d'objection à répéter votre histoire à la police si besoin en est. Monsieur Holmes, comment va Nancy? Elle est à l'hôpital, et j'ai cru comprendre qu'elle serait bientôt complètement rétablie. Dieu soit loué. Annie, comme je suis heureuse de vous voir. Vous allez mieux? Oh oui, beaucoup mieux. Holmes, il y a encore une chose qui me tracasse. Si le prénom du colonel était James, et celui de ce pauvre Wood, Henry ou Harry, qui diantre était David? Mon cher Watson, ce nom de David aurait dû me dévoiler toute l'histoire si j'avais été l'intellectuel idéal que vous aimez tant dépeindre. Hélas, mon raisonnement déductif m'a fait défaut. Vous voyez, David, en réalité David, était de toute évidence utilisé comme terme de reproche. De reproche? Ne vous souvenez-vous pas du roi David qui envoya Uriah le Hittite en première ligne du front pour qu'il soit tué et ainsi pouvoir lui voler sa femme Bathsheba? Je crois que vous trouverez l'histoire dans le premier ou le deuxième livre de Samuel. Mon Ancien Testament est un peu loin. Oui, vous avez raison, Holmes. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11, versets 14 à 17. Mais vous avez vérifié vous-même. Depuis que nous sommes rentrés à l'Airshot. Comment avez-vous deviné? Vous vous êtes servi de cette note de restaurant à Waterloo comme marque-page, n'est-ce pas? Excellent, Watson. Élémentaire, mon cher Holmes. Bonne nuit, cher ami.